Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs, au journal de ce mercredi 12 août 2026, dont voici les principales articulations. Au moins 7 personnes parmi celles qui ont été utilisées pour incendier le marché central de Bujumbura en 2013 ont été assassinées. C'est au moment où les commanditaires leur avaient promis de grosses sommes d'argent. Dans ce journal, vous allez suivre les révélations du docteur Bob Rugurika qui a mené des enquêtes sur ce dossier. Le ministère de la Santé publique a décidé d'étendre la vaccination contre la fièvre jaune à 11 nouveaux centres au sein de divers hôpitaux et structures de santé du pays, contre un seul site auparavant à l'échelle nationale. Plusieurs agents du ministère se félicitent de cette mesure. Et dans l'émission Au cœur de la société, nous revenons sur la journée internationale de la jeunesse. Bien que le chef de l'État affirme que la jeunesse burundaise ne connaît pas de problème majeur, les organisations des jeunes, quant à elles, estiment qu'elle fait face à de nombreux défis. Voilà pour le sommaire. Dans quelques secondes, les détails de cette édition. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page sécurité. 2 personnes sont mortes et 2 autres ont été grièvement blessées dans un accident impliquant un véhicule de transport de passagers survenu ce mardi sur la route nationale RN3 entre Bujumbura et Nyanza dans la commune Rumonge en province de Burunga. Selon les informations recueillies, l'état très dégradé de cette route serait à l'origine de cet accident. Reportage de Balthazar Mivuru. L'accident qui a coûté la vie à 2 personnes s'est produit sur la route Bujumbura-Nyanza, à l'endroit communément appelé Mahumba de Magara, dans la commune de Rumonge, province de Burunga. Selon notre source, le véhicule venait de Bujumbura et se dirigeait vers Rumonge. Arrivé à Mahumba, il est entré en collision avec une moto. En voulant éviter la moto, le véhicule a quitté la route et tombé dans le lac Tanganyika. 2 personnes sont mortes sur le champ et 2 autres ont été grièvement blessées. Un témoin explique les circonstances de l'accident. Parce que la route est très étroite, le chauffeur n'a pas eu assez d'espace pour éviter le motocycliste. En essayant de le dépasser, il a été emporté par les graviers et la voiture est tombée dans le lac Tanganyika. Lundi déjà, un autre véhicule de type IAS avait eu un accident au même endroit. Ce véhicule appartenait à une agence appelée Tangote Express, mais cet accident n'avait fait aucun mort. Notre source indique qu'à certains endroits, 2 véhicules ne peuvent pas se croiser, ce qui oblige parfois l'un d'eux à se déporter vers le lac Tanganyika. Nous voyons qu'ils sont en train de refaire la route. Ils remettent des graviers et reconstruisent les caniveaux. Mais les graviers qu'ils remettent sont placés au même endroit, ce qui fait que le lac Tanganyika déborde sur la route. À plusieurs endroits, aujourd'hui, lorsqu'on arrive avec une voiture, il faut s'arrêter pour laisser passer l'autre véhicule. 2 voitures ne peuvent pas se croiser. Cette situation survient alors que les travaux de réhabilitation de cette route sont à l'arrêt depuis plusieurs jours, faute de financement. Les usagers de cette route demandent au gouvernement de reprendre rapidement les travaux, car les ouvriers ont laissé certains endroits dans un état dangereux, avec notamment de grands fossés résultats de travaux inachevés. Merci Balthazar Mivuru. Et en page économie, les mystères et l'opacité sont multiples dans la manière dont l'ALONA calcule en secret le montant des cotisations versées par les sociétés de jeux d'argent. Selon les informations recueillies auprès d'employés de OneXBet, cela serait dû au manque de connaissances et de compétences des sociétés qui supervisent le secteur, à savoir Lona, BN Partners et Nsoft. Une lettre récente de OneXBet à Lona condamnant ces pratiques de versement excessif en témoigne. Le point avec Walter Kwizera.
L'un des exemples les plus récents concerne le mystère qui entoure le calcul des sommes versées par les sociétés de Paris, par la LONA et la facture exorbitante récemment reçue par 1xBet. Advanced Group, l'une des sociétés de jeux d'argent au Burundi, affirme ne pas savoir auprès de quel organisme national LONA a perçu ces sommes ni comment ce calcul a été effectué. Selon une correspondance adressée à la LONA le 21 juillet 2026, 1xBet a d'abord nié avoir connaissance de cette facture d'un montant supérieur à 2 987 millions de francs burundais qui s'ajoutait à la somme qu'elle était censée payer. Comme l'explique Advanced Group dans sa lettre du 8 juillet 2026, la société affirme avoir versé à l'ONA la somme due, soit plus d'1 milliard 31 millions 200 000 francs burundais. De plus, dans cette même correspondance adressée à l'ONA, 1xBet détaille la provenance et l'utilisation des fonds en précisant les gains de clients, les taxes acquittées et la somme que 1xBet était tenu de verser à l'ONA. De plus, 1xBet indique dans sa lettre ne pas comprendre comment l'ONA a déduit 2 milliards de la facture qu'elle lui verse. Par conséquent, Advanced Group demande à l'ONA de détailler le calcul du montant à payer et de fournir des justificatifs clairs et l'utilisation de ces fonds par 1xBet. Par ailleurs, 1xBet demande à l'ONA d'annuler toutes les pénalités qui lui ont été infligées suite à cette facture excessive émise sans aucune explication ni justificatif. Face à ce constant et au manque de connaissance de l'ONA ainsi que des sociétés supervisant le service des attributions, à savoir BN Partners et Ensoft, 1xBet conclut en demandant à l'ONA de se réunir pour un entretien direct concernant le montant dû. Merci Walter Kwizera. Passons à la page politique. Le marché central de Bujumbura a été entièrement ravagé par l'incendie car le feu ne pouvait pas être éteint avec de l'eau en raison du type de poudre utilisé. Selon les enquêtes menées par Bob Rugurika, les exécutants du crime s'étaient vus promettre une récompense de 3 millions de francs burundais chacun, une promesse qui n'a jamais été honorée et ceux qui ont osé réclamer leur dû ont été éliminés. Le directeur de la radio publique africaine fait état d'au moins 7 personnes assassinées. Suivez le docteur Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. Les exécutants du crime nous ont expliqué pourquoi le feu n'a pas été éteint malgré l'intervention des camions-citernes. Vous savez même que le Rwanda a envoyé un avion pour aider à éteindre l'incendie. Mais les gens s'étonnaient de voir que chaque fois que cet avion déversait de l'eau, le marché prenait encore davantage feu. C'est alors qu'ils nous ont dit qu'ils avaient utilisé une poudre spéciale pour que, même si on verse de l'eau, les flammes s'intensifient. Je vous ai dit que parmi les exécutants du crime figuraient des Imbonerakure. On leur avait promis 3 millions de francs chacun à la fin de l'opération. Nous avons aussi d'autres informations selon lesquelles, parmi les personnes utilisées dans ce crime, des Imbonerakure, des agents du renseignement et des policiers, certains ont été tués. Il y avait 4 gardiens qui surveillaient habituellement les biens des commerçants. Ils avaient vu quelque chose. Le lendemain, ils ont été tués. Ensuite, il y a eu d'autres policiers, un certain Gilbert, qui a lui aussi été tué. Il y avait aussi un policier du nom de Timothée, qui faisait partie de ceux qui avaient été impliqués. Lui aussi a été tué par la suite. Il y a donc aussi des Imbonerakure qui ont été tués. On leur avait promis, comme je vous l'ai dit, 3 millions de francs chacun. Mais ces gens du CNDD-FDD, vous savez qu'ils n'ont ni cœur, ni parole, ni vérité. Plus tard, une fois l'opération accomplie, au lieu de leur donner les 3 millions promis, ils ne leur ont remis que 300 000 francs chacun. Ils leur avaient déjà versé une avance de 300 000 francs pour les encourager avant l'exécution du crime. Après l'avoir exécuté, Kazungu a donné à chacun 300 000 francs. Ceux qui ont voulu se révolter, ceux qui ont voulu réclamer davantage, ceux qui ont menacé que la vérité finira par éclater, certains d'entre eux ont été tués. Parmi les personnes tuées, nous comptons au moins 7 morts. Le docteur Bob Rugurika s'exprimait au cours de l'émission de la RPA Ijambonigwawe de ce dimanche. Les autorités de la commune Kayanza ont décidé ce mardi le commerce d'huile de palme qui se pratiquait dans certaines voies
traversant le marché central de cette commune. Les commerçants ont été informés que cette mesure vise à protéger le marché de Kayanza contre les catastrophes, notamment les incendies. Éloge divin des Méchas. La décision de mettre fin à la vente d'huile de palme qui se faisait habituellement dans certaines voies traversant le marché central de la commune de Kayanza a été prise par les responsables administratifs et sécuritaires de cette commune. Le marché central de Kayanza est l'un des marchés qui accueille beaucoup de personnes. Il est construit en étages et on y trouve une grande variété de produits, notamment des vêtements, des denrées alimentaires, différentes sortes d'huiles, ainsi que d'autres produits inflammables. Selon des informations recueillies au marché de Kayanza, les commerçants ont été informés ce mardi de la suspension de la vente d'huile de palme qui se faisait habituellement dans certaines voies traversant le marché. Les vendeurs d'huile de palme ont été signifiés que ceux qui souhaitent poursuivre cette activité doivent désormais l'exercer dans les locaux commerciaux, communément appelés magasins. Il leur a également été expliqué que cette mesure vise à faciliter les interventions de secours en cas de sinistre, notamment d'incendie, comme cela a été observé ces derniers jours dans d'autres endroits. Parallèlement à cette décision, de petites installations en bois utilisées comme espace de vente ont également été retirées, ce qui a permis d'élargir le passage destiné aux véhicules d'intervention des sapeurs-pompiers. Nos sources font savoir également que les tuyaux de la régie des eaux ont été inspectés afin de vérifier que l'approvisionnement en eau pourrait être assuré correctement. Les commerçants ont également été invités à collaborer avec les compagnies d'assurance afin de pouvoir être indemnisés en cas de sinistre. Merci Éloge divin des Méchas. Dans un instant, c'est la page santé. Le ministère de la Santé publique a décidé d'étendre la vaccination contre la fièvre jaune à 11 nouveaux centres au sein de divers hôpitaux et structures de santé du pays contre un seul site auparavant à l'échelle nationale. Plusieurs agents du ministère se félicitent de cette mesure, estimant qu'elle permettra de mettre fin aux fraudes liées à la délivrance illégale de carnets de vaccination aux voyageurs à destination de l'étranger. Les détails avec Digne Kalondo. La décision du ministère de la Santé publique de décentraliser la vaccination contre la fièvre jaune dans plusieurs régions du pays était à l'étude depuis un certain temps. Elle est toutefois entrée en vigueur à partir du 10 août, c'était lundi dernier. Jusqu'ici, cette vaccination n'était disponible qu'au programme élargi de vaccination. Dans une note, le ministère précise que les centres de santé et les hôpitaux retenus ont été choisis parce qu'ils disposent déjà d'activités de vaccination et de personnel formé dans son domaine. Les structures sanitaires concernées sont notamment la province de Gitega, au centre de santé de Gitega. Dans la province de Buhumuza sont les centres de santé de Changuzo, Muyinga et Ruyigi. Dans la province de Bujumbura, ceux qui ont besoin de ce vaccin se dirigeront à l'hôpital de district de Kamenge, l'hôpital de district de Bwiza Jabe et le centre de santé de Musaga. Dans la province de Butanyerera, ils iront au centre de santé d'Ongozi. Et puis dans la province de Burunga sont les centres de santé de Makamba, Nyanza-Lac et Umonge. Pour les personnes souhaitant se faire vacciner contre la fièvre jaune, le coût de la vaccination est fixé à 30 000 francs burundais. Une source au sein du ministère de la Santé publique fait savoir que cette décentralisation permettra aux personnes qui, auparavant, devaient se déplacer depuis les provinces de l'intérieur jusqu'à Bujumbura pour recevoir le vaccin de bénéficier du service plus facilement dans les régions. La même source précise par ailleurs que certains agents de santé qui délivraient frauduleusement les cartes de vaccination contre la fièvre jaune ne pourront plus continuer à le faire. Cette mesure intervient alors que certains agents avaient déjà été interrogés à plusieurs reprises sur les conditions dans lesquelles ils délivraient ces cartes aux personnes non vaccinées contre la fièvre jaune. Certains agents ont même été arrêtés et placés en détention suite à cette fraude. Merci Digne Karondo. À présent, page gouvernance. Les agents ayant participé à la campagne de vaccination contre la fièvre afteuse dénoncent un détournement des fonds alloués à cette fin. En effet, ils disent ne pas comprendre comment le montant leur parvenu diffère de ce qui est écrit sur les listes de paie et demandent d'être régularisés. Le point avec Josiane Mouzaneza.
Cette campagne de vaccination s'est déroulée sur tout le territoire national et a duré 5 jours. Pour plus d'efficacité, les agents ont été scindés en 2 groupes. Le premier groupe comprenait les vaccinateurs et les aides vaccinateurs, tandis que le second groupe comptait en son sein les chefs collinaires et les agents de contention chargés de contenir les animaux à vacciner. Normalement, les vaccinateurs devraient percevoir 40 000 francs par jour et les aides vaccinateurs 25 000 francs. Pour ce premier groupe, il n'y a pas de lamentation car tous les agents ont reçu la totalité de leur dû. Mais pour le deuxième groupe, plusieurs irrégularités ont été observées et des magouilles opérées. Cet agent de contention qui s'est confié à la RPA témoigne. Les chefs de colline devraient percevoir 25 000 francs par jour, mais il y en a qui ont reçu 20 000, voire 15 000. Quant aux agents de contention, il était prévu qu'on touche 15 000 francs par jour. Mais ce qui nous a fort étonné, c'est que dans certaines provinces, ces agents ont été inclus, tandis que dans d'autres, ils les ont carrément écartés. Les agents de contention qui ont eu la chance de participer à cette campagne n'ont touché que 10 000 francs et personne ne leur a expliqué pourquoi les 5 000 francs leur ont été retirés. Les sources de la RPA dans diverses provinces du pays s'accordent pour dire que ces agents de contention ont été écartés. C'est notamment le cas de la province de Burumuza où aucun agent de contention n'a été inclus même si leurs rémunérations ont été débloquées. Ici, notre source nous parle des astuces utilisées pour subtiliser cet argent. Ils ont été complètement écartés. Pourtant, sur les listes, ces agents étaient visibles, mais avec des noms fictifs et des signatures apposées devant chaque nom. Et ce montant a fini dans les poches des autorités. Ces informations sont confirmées par un cadre du ministère de l'Agriculture qui a requis l'anonymat pour des raisons de sa sécurité. Ici, il raconte ce dont il a été témoin lors d'une descente sur terrain. Il y a un haut cadre qui était accompagné de journalistes pour la couverture de cette campagne. Quand il a constaté l'absence d'agents de contention, il a intimé l'ordre aux vaccinateurs d'en trouver un d'urgence. Mais je ne sais pas si cet agent a été payé. Ce qui est sûr, c'est que quand on est parti, il se disputait déjà. Selon le calendrier préétabli, il devrait y avoir 2 agents de contention sur chaque colline. Et à supposer que chaque province compte 100 collines, l'argent détourné pour cette catégorie seulement s'élève à 1 500 000 francs burundais, un montant qui s'ajoute à une autre somme d'au moins 1 million, argent équivalent aux 10 000 francs retenus sur chaque paie des chefs collinaires. Aujourd'hui, ces agents demandent au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ainsi qu'à l'ONG FIDA dans sa branche Proder ayant financé cette campagne, de les régulariser et de sévir à l'endroit de toutes les autorités impliquées dans ce détournement. Merci Josiane Mouzaneza. Certains fonctionnaires de l'État se disent préoccupés de ne pas encore avoir perçu la prime annuelle qui leur est habituellement versée à la fin de l'exercice budgétaire de l'État. S'exprimant ce 11 août 2026 au micro de la RPA, ces employés expliquent que cette prime était généralement incluse dans le salaire du mois de juillet. Mais cette année, elle n'a pas encore été versée comme à l'accoutumée. Plus de détails avec David Claude Mbananayo. Ces fonctionnaires qui se sont confiés à la radio RPA expliquent qu'à la fin de chaque exercice budgétaire de l'État, ils reçoivent habituellement une prime annuelle. Celle-ci est calculée sur base de la note d'évaluation attribuée à chaque employé par son employeur avant d'être transmise au ministère en charge de la fonction publique pour traitement. Cependant, ces fonctionnaires indiquent que cette fois-ci, à la fin de l'exercice budgétaire en cours, la situation ne s'est pas déroulée comme d'habitude. Ce qui nous a particulièrement étonnés, c'est que le salaire du mois de juillet a été versé comme d'habitude, mais sans la prime annuelle que les fonctionnaires de l'État percevaient normalement à cette période. Cette situation nous a surpris et jusqu'à présent, nous ne savons pas ce qui explique le retard ou la non-distribution de cette prime.
Ils estiment que le non-paiement de cette prime a des conséquences sur la situation sociale et financière des fonctionnaires, y compris au moment de leur départ à la retraite. Nous demandons aux autorités de bien vouloir nous verser cette prime annuelle car elle joue un rôle important dans l'évolution de la carrière des fonctionnaires. Sans cette prime, les nouveaux employés et ceux qui ont déjà plusieurs années de service risquent d'être traités de la même manière, sans véritable progression dans leur carrière. Cette prime est également importante pour l'avenir du fonctionnaire, notamment lorsqu'il arrive à l'âge de la retraite. Il demande donc aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires afin de régulariser leur situation. Ces fonctionnaires demandent également que leur prime leur soit versée afin qu'ils ne commencent pas un nouvel exercice budgétaire sans avoir été régularisés. La rédaction de la RPA a tenté de joindre le ministre en charge de la fonction publique, Gabriel Nizigama, afin de recueillir sa réaction sur cette préoccupation exprimée par les fonctionnaires, mais en vain. Par ailleurs, selon des informations recueillies auprès de certains responsables des syndicats des travailleurs, ces retards sont dans plusieurs cas liés au fait que les employeurs tardent à transmettre les fiches d'évaluation et au traitement des dossiers des fonctionnaires par le ministère concerné. RPA. Dernier dossier du journal avec l'émission Au cœur de la société. Dans cette édition, nous revenons sur la journée internationale de la jeunesse. Alors que le chef de l'État affirme que la jeunesse burundaise ne connaît pas de problème majeur, les organisations des jeunes, quant à elles, estiment qu'elle fait face à de nombreux défis. Elles alertent sur le fait que, sans mesures concrètes, l'avenir de la jeunesse burundaise risque d'être compromis. Au cœur de la société vous est présenté par Bertrand Gendakuriyo. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agati Kakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Au Burundi, la jeunesse fait face à de nombreux défis, chômage, manque d'opportunités et départ de nombreux jeunes vers l'étranger à la recherche de meilleures conditions de vie. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, une question se pose. Quelle place les jeunes occupent-ils réellement dans les politiques du pays et quelles réponses sont apportées aux difficultés auxquelles sont confrontés? Les réponses à ces questions sont à découvrir dans votre magazine Au cœur de la société de ce mercredi 12 août 2026 à la présentation Bertrand Gendakuriyo. Bienvenue. La Journée internationale de la jeunesse est célébrée chaque année le 12 août. Au Burundi, cette journée intervient dans un contexte marqué par de nombreux défis pour les jeunes, notamment le chômage et le manque d'opportunités. Face à cette situation, certains jeunes choisissent de quitter le pays à la recherche de meilleures conditions de vie, tandis que d'autres sont confrontés aux conséquences des conflits armés dans la région. Les précisions avec Désiré Atungimana. Cette journée est célébrée chaque année depuis 1999, année consacrée par l'Organisation des Nations Unies à la suite d'une conférence organisée à Lisbonne, au Portugal, en 1998, réunissant les ministres en charge de la jeunesse. Depuis lors, le monde entier la commémore et le Burundi n'est pas en reste. Cette journée a été instituée pour rappeler aux États l'importance de valoriser la jeunesse, de lui offrir une éducation de qualité afin qu'elle ait confiance en l'avenir et accède à un emploi décent qui lui permette de contribuer au développement du pays. Au Burundi, la question de l'éducation des jeunes reste préoccupante. Beaucoup d'enseignants, eux-mêmes mal formés, transmettent des connaissances qu'ils ne maîtrisent pas. Les élèves réussissent leurs examens, mais avec un savoir limité. Il n'est pas rare de voir des diplômés universitaires incapables de rédiger une lettre de demande d'emploi ou de s'exprimer dans une langue étrangère. Ceux qui parviennent à décrocher un emploi sont peu nombreux, souvent parce qu'ils ont reçu une formation insuffisante ou parce que l'État ne prépare pas leur avenir. Même dans les institutions publiques, la jeunesse est marginalisée. Sur les 111 députés que compte l'Assemblée nationale, seuls 6 ont moins de 35 ans. Aucun sénateur ni ministre n'appartient à cette tranche d'âge, alors que selon le recensement de 2024, 75% des Burundais ont moins de 35 ans. Cette exclusion est en grande partie liée aux dirigeants politiques qui refusent de céder la place aux jeunes, imposant des conditions d'âge pour accéder à certaines responsabilités. Les conséquences sont lourdes. Le chômage touche 60% des jeunes.
beaucoup émigrent vers les pays arabes pour chercher du travail. Parmi eux, des enseignants et des médecins quittent leur poste à cause de salaires dérisoires et se retrouvent à exercer des métiers pénibles alors que les enfants du Burundi ont besoin d'être instruits et soignés. Aujourd'hui, alors que l'État devrait s'empresser de trouver des solutions pour garantir un avenir à sa jeunesse, ses priorités semblent ailleurs. Préserver les postes de dirigeants, exclure les jeunes de la planète politique ou les envoyer dans des guerres à l'étranger qui n'apportent rien au pays, si ce n'est des bénéfices pour une poignée de responsables politiques et militaires. Ainsi, même si la journée internationale de la jeunesse est célébrée au Burundi, et n'apporte aucun changement concret à la vie des jeunes burundais. Le discours du président Evariste Ndayishimiye sur la jeunesse suscite également des réactions au sein des organisations de la société civile. À l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, Arsène Arakaza, président du CREDEJ, une organisation engagée dans la promotion de l'éducation en milieu scolaire, estime que les déclarations du chef de l'État en faveur de la jeunesse doivent se traduire par des actions concrètes. Selon lui, la protection des jeunes, la création d'opportunités d'emploi et leur participation au développement du pays devrait être au cœur des politiques publiques. Arsène Arakaza évoque également la situation des jeunes burundais impliqués dans les conflits en République démocratique du Congo. Il déplore notamment les pertes en vies humaines parmi les jeunes, y compris ceux affiliés aux Imbonerakure, et appelle les autorités à accorder davantage d'importance à la protection de cette jeunesse qu'il considère comme l'avenir du Burundi. Écoutons Arsène Arakaza. Nous revenons notamment dans cette lettre ouverte sur certains de ces discours politiques qui sont en décalage avec les difficultés et les problèmes que connaît la jeunesse burundaise, notamment dans le domaine de l'éducation, de l'emploi et aussi face au départ de nombreux jeunes qui quittent le Burundi pour chercher ailleurs des meilleures conditions de vie. Nous évoquons également les formations militaires dispensées dans les écoles à l'approche des élections, ainsi que l'implication des jeunes burundais qui sont sacrifiés dans la guerre en République démocratique du Congo en faveur des intérêts financiers du président Ndayishimiye lui-même. Parce que vous savez que les jeunes qui participent dans cette guerre en République démocratique du Congo sont considérés maintenant comme des marchandises à vendre. Il est regrettable qu'à travers ces déclarations et les propos que Ndayishimiye a tenus lors du dialogue continental sur la jeunesse, Ndayishimiye semble ne pas reconnaître l'ampleur des problèmes auxquels les jeunes burundais sont confrontés. Ndayishimiye semble ignorer qu'il est le gars de la constitution burundaise, laquelle constitution burundaise offre des opportunités à la jeunesse burundaise pour accéder à l'emploi et pour accéder à l'éducation de qualité. Ndayishimiye, dans ce discours, ignore complètement qu'il est le gars des institutions publiques qui devraient accompagner, qui devraient proposer et mettre en œuvre des solutions concrètes pour redresser la situation de la jeunesse burundaise. Ndayishimiye, qui se présente en ami de la jeunesse burundaise, semble ne pas proposer aucune solution pour redresser la situation des milliers de jeunes réfugiés dans la sous-région. Ndayishimiye n'a pas aucune initiative de libérer des milliers de jeunes qui croupissent encore dans les prisons au Burundi. Comment un ami de la jeunesse aussi assiste impuissamment aux disparitions forcées qui ciblent les jeunes burundais par les institutions publiques, notamment le service national de renseignement qui est placé directement sous son ordre. Pour Arsène Arakaza, les engagements en faveur de la jeunesse ne devraient pas rester au stade des déclarations. Il appelle au président Evariste Ndayishimiye à privilégier des actions concrètes en faveur de la protection, de l'éducation et de l'avenir des jeunes burundais. Il estime également que les jeunes engagés dans les conflits en République démocratique du Congo représentent une génération essentielle pour l'avenir du pays. Encore une fois, Arsène Arakaza. Nous avons appelé au président de la République d'arrêter ces discours de propagande qui donnent l'impression que tout va bien alors que les difficultés de la jeunesse burundaise restent profondément préoccupantes.
S'il a une volonté politique réellement, il a tous les moyens nécessaires pour redresser la situation en tant que président de la République, en tant que aussi président en exercice de l'Union africaine, qui devrait rechercher davantage des opportunités pour la jeunesse burundaise. La Journée internationale de la jeunesse rappelle ainsi l'importance de placer les jeunes au cœur des politiques du développement au Burundi. Entre chômage, manque d'opportunités et conséquences des conflits, les défis restent nombreux. La question demeure donc de savoir quelles mesures concrètes seront prises pour permettre à la jeunesse de construire son avenir dans un environnement plus sûr et plus favorable. C'est la fin de son numéro d'Au cœur de la société. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci Bertrand Ngendakuriyo. Et voilà, c'est ici que s'achève le journal du 12 août 2026. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Merci également à tous mes collègues pour leur bonne collaboration. À la présentation du journal, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bonne soirée à tous.